Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Je suis en compagnie de Iso, qui a donné naissance à une petite Maya, née ce mois d'avril 2024 à la maternité de Périgueux, avec 2 mois d'avance. Alors, Iso, on avait échangé toutes les deux un petit peu avant que tu accouches, parce que je t'avais proposé une petite séance photo-grossesse au tout début du lancement de Studio Rosa, une séance qui était prévue initialement quelques jours après que finalement tu m'annonces avoir déjà accouché, et que cette séance du coup n'aurait pas lieu. Donc merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Avec plaisir. On va pouvoir donc retracer ensemble ton histoire et aborder tous les détails de cet accouchement prématuré, ce qui en a découlé ensuite, les doutes, les craintes, les difficultés, l'acceptation également, et aussi tout le parcours PMA en amont que vous avez traversé pour devenir parent, et l'accompagnement suite à l'accouchement, la prématurité, et enfin les mois qui ont suivi ton accouchement, la force de ton couple pour tenir face à tout ça, dans les moments, j'imagine, qui sont pas toujours faciles. Voilà, donc je pense qu'on a pas mal à se dire. Et est-ce que tu peux commencer tout d'abord par te présenter, Ouais. me dire un petit peu ton nom, ton prénom et puis d'où tu viens. Voilà, je m'appelle Iso, je suis de Périgueux. Là, j'ai 43 ans. Je suis de Périgueux, j'ai pas mal bougé dans le cadre de mes études, de mes différents métiers, etc. Et je suis revenue ici juste après le confinement pour revenir près de ma famille et près de mon chéri que j'avais rencontré quelques mois plus tôt. D'accord. Voilà. On s'est rencontrés finalement dans le cadre de son travail puisqu'il travaille en centre-ville de Périgueux au sein d'une cave bar à vin. Voilà, j'étais cliente et puis on s'est rencontrés grâce à ce lieu. On s'est vus de manière épisodique puisque j'habitais à Toulouse à l'époque. Okay. Et voilà, j'ai décidé donc de revenir à Périgueux. C'était le bon prétexte aussi, le bon moment. Oui. Donc il a fallu il a fallu attendre la sortie du confinement, pour revenir aux sources. Et puis bon an mal an, finalement, cette aventure s'est concrétisée en quelque chose de plus sérieux et nous voilà avec donc Maya, qui a 7 mois aujourd'hui. Ok, super. Et du coup, vous êtes rencontrés quand? On s'est rencontrés en octobre 2019. 2019. Ouais, Okay. voilà, en 2019. Et puis ça s'est enchaîné. Alors peut-être qu'on aurait pris un peu plus notre temps. Et puis finalement la séparation due au Covid, comme souvent, accélère un petit peu les choses, le manque, etc. Donc le projet a été que je revienne à Périgueux et que j'emménage directement chez lui. D'accord. Voilà. Super. Et du coup, toi, est-ce que tu as toujours imaginé devenir maman? Alors pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais été pressée. J'ai pas eu un parcours où depuis le jeune âge, je me suis vite, j'ai hâte d'avoir un enfant, etc. Ça me paraissait être une montagne à gravir. Alors j'ai eu différentes histoires qui ont duré assez longtemps où ça a été envisagé, mais ça ne s'est pas fait. Je pense que c'était finalement c'était un signe que c'était pas encore le bon moment. Par contre, avec l'âge avançant, il a fallu quand même y réfléchir sérieusement. J'étais pas forcément pressée d'avoir un enfant, mais je savais que j'en voulais un. Voilà, je voulais pas passer à côté de ça. Je voulais vraiment découvrir ce qu'était la grossesse, l'accouchement, être maman. Donc, si j'avais eu 10 ans de plus devant moi, je les aurais pris, mais je ne les avais pas. Donc, quand on s'est rencontrés donc avec Clément, je lui ai tout de suite dit qu'il fallait qu'il se sente prêt à être père dans les années qui allaient arriver, et années assez proches.
D'accord. Voilà. Parce que donc là, toi, tu as 40. Donc là, j'ai 43. 43. Là, ouais, depuis 5 mois, 5-6 Ok, mois. ça marche. Donc juste avant les 43. Ouais, donc voilà, j'étais sur la fin de trentaine quand on s'est rencontrés et Ouais. je sais à quel point ça peut être compliqué, effectivement, d'avoir un enfant. Alors ça peut être très facile et on peut ne jamais rencontrer de problème, mais là, en l'occurrence, j'imaginais bien, comme il y a eu quelques échecs avec mon précédent conjoint, qu'il fallait quand même se presser. Et puis, j'avais pas spécialement envie d'être maman à 45, 46 Oui, bien ans. sûr, oui. Voilà, après, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Donc, l'idée, c'était quand même d'aller assez vite D'accord. dans le projet. Et donc, t'avais déjà un petit peu eu cette démarche avec un précédent conjoint. Oui, mais ça s'est pas voilà, concrétisé. on était beaucoup plus détendus du fait que j'étais plus jeune. Et bon, peut-être qu'on n'avait pas mis les choses en place comme il fallait non plus pour que ça fonctionne rapidement. Donc, et puis bon, je pense qu'on était aussi un petit peu sur la fin du couple, donc c'était finalement le heureux hasard que ça ne se fasse pas, voilà, avec lui peut-être. D'accord. Et donc vient le jour où vous passez le cap et vous souhaitez Oui, vraiment fonder voilà, vient une le famille jour, avec un enfant. c'est ça, vient le jour où il se sent prêt. D'accord. Parce que même si en début de relation, il m'a dit oui, il y a pas de souci, Oui, entre ce bien qu'on sûr. promet en début de relation et ce qui arrive vraiment après, les enjeux qui vont avec, c'est complètement différent. Donc voilà, il y a eu un petit temps qui s'est écoulé, un petit coup de pression de ma part aussi Oui. pour accélérer les choses. Et puis bon, moi j'étais. Pardon, ça lui fait quel âge à lui? Alors mon conjoint a 14 ans de moins. D'accord. Hein, voilà. Donc je vous laisse faire tous le calcul de son âge. Mais donc voilà, il fallait qu'il se sente prêt. Et puis moi j'étais très bien suivie, voilà, par une gynécologue à Périgueux. Que j'ai vu pour pas mal de petits soucis avant, et elle m'a dit bon, je pense qu'effectivement pour vous ça va être un petit peu compliqué, peut-être du fait de l'âge, peut-être du fait aussi de vos petits soucis de santé, donc il serait peut-être bon qu'on lance effectivement une procréation médicalement assistée, donc une PMA. Ça a tout de suite été proposé, vous n'avez pas essayé vous On a un petit peu essayé, mais en fait j'avais pas mal de soucis d'ordre intime qui faisaient qu'on ne pouvait pas forcément essayer au même rythme que de parents qui ne rencontraient aucun souci. Donc il fallait un petit coup de pouce là de la médecine. Donc du coup en décembre 2023, si je ne me trompe pas, on commence le rendez-vous annonçant les différents examens pour eh bien, ah non, alors décembre 2023, on est sur du décembre 2022 peut-être plutôt. plutôt. Décembre 2022, et donc voilà, on a ce fameux rendez-vous qui nous explique un petit peu la chronologie de tous les examens qu'on doit faire dans le cadre d'une PMA, et voilà, avec en parallèle un dossier soumis à commission, voilà, pour qu'il soit accepté par le corps médical. D'accord. Et donc tout de suite on t'a proposé de faire plutôt une FIV. Alors, Oui. on me l'a proposé. Alors, on a fait les examens d'abord. On rencontre aussi un biologiste qui, au vu de tous les examens, déjà dit plus ou moins ce qu'il en pense, mais je pense qu'il ne donne pas de faux espoirs non plus aux parents. Donc, c'est vrai que le rendez-vous, il peut être assez violent parce que nous, on nous a dit au bout d'une heure et demie, mais bon, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'on sort déjà de ce rendez-vous avec un niveau d'inquiétude, voilà, encore élevé. Mais rendez-vous indispensable, voilà, pour poser les choses, pour savoir tout ce qui nous attend. Et effectivement, la gynécologue m'explique les différents moyens de conception, la FIV ou l'insémination artificielle, sachant que dans les faits, dans les études, il y a quand même un des deux qui est plus efficace que l'autre, à savoir la FIV, puisque voilà, on bien plus accompagné dans la conception qu'une insémination artificielle. Donc, on m'a soumis les deux. Et là, ça a été un choix très difficile parce que quand on m'a présenté la FIV, on m'a parlé d'anesthésie générale pour la ponction des oophocytes. Et moi, j'ai une phobie de l'anesthésie générale. J'en avais jamais fait. Phobie un peu des hôpitaux, de l'univers médical comme beaucoup. Et donc, pour moi, c'était un non catégorique au départ. Donc, on a eu un autre rendez-vous au cours duquel elle m'a demandé de me repositionner, voilà, voilà, si j'avais réfléchi. Et puis, je suis toujours restée dans ce non.
Et puis je suis sortie de ce rendez-vous en pleurant et en me disant mais non, j'ai certainement fait une erreur parce qu'en fait au moment où on a eu ce rendez-vous, il ne me restait qu'1 an pour que cette démarche soit prise en charge par la sécurité sociale on a cette possibilité de prise en charge jusqu'à 42 ans révolus. Donc D'accord. la veille des 43 ans. Et donc je venais d'avoir mes 42 ans. Et donc en effet, eh bien, le temps de commencer une démarche, d'avoir éventuellement un échec, un deuxième échec, et de basculer ensuite sur une FIV, clairement, il m'avait été annoncé que j'allais sans doute perdre du temps. Donc, je suis revenue sur ma décision, et j'ai sagement finalement décidé d'opter pour la FIV, de surmonter mes peurs, mais je pense que c'était effectivement le meilleur moyen, en tout cas pour ne pas avoir de regrets et de se donner un maximum de chance pour que ça fonctionne. Et donc c'était à l'hôpital de Périgueux? C'était à l'hôpital de Périgueux. Voilà, moi je suis suivie j'étais suivie là par une gynécologue qui était à l'hôpital de Périgueux, qui m'a très très bien accompagnée, qui m'a très bien expliqué les choses. Et puis après, quand je suis rentrée, voilà, plus précisément dans la démarche, j'ai été suivie par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'ai été voilà, très bien accompagnée tout au long de ce processus. Ouais. D'accord. Et donc, tu parlais de tests aussi tout à l'heure. Vous avez fait un peu les tests de fertilité chacun? C'est ça. Chacun, voilà, pas mal d'examens pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres soucis derrière qui pourraient venir compliquer la démarche, parce que c'est quand même une procédure assez onéreuse. Donc, je suppose que le corps médical ne s'engage pas à prendre en charge tout ça si derrière on a des anomalies ou des choses qui inévitablement pourraient venir bloquer voilà, la démarche et surtout entraver des chances de réussite. Donc, il y a eu beaucoup d'examens, des échographies externes, internes, des tests de fertilité pour monsieur, des radios des parties intimes, assez douloureuses d'ailleurs, avec des injections. Mais bon, voilà, finalement, on est préparé pour tout ça. Ça dure pas très longtemps non plus à chaque fois, donc ce sont des petits gouttes d'eau. Et puis, ce qui est quand même agréable à Périgueux, et j'étais pas mécontente finalement de faire tout ça ici, c'est que tout est facilité, tout est rapproché. Donc tout le monde se connaît, donc on n'a pas à courir, à traverser des rocades, 1h30 de centre-ville pour faire les choses. Après, je dis ça en étant à quelques minutes moi-même de Périgueux, mais c'est quand même relativement facile ici. D'accord. Donc du coup, si on revient sur la FIV, quelles étaient un petit peu les étapes donc on a parlé de premier rendez-vous pour mettre en place un petit peu le protocole pour t'expliquer comment ça allait se passer. Oui. Donc au départ, il y a une stimulation ovarienne. Exactement, il y a une stimulation qui se fait. Voilà, on attend qu'on en soit au moment précis du cycle. Il y a une première étape de stimulation. Après, on laisse un peu le cycle se mettre en place. Et donc ensuite, il y a des injections à faire tous les jours pendant un certain laps de temps. Donc là, c'est pareil, hein, on nous donne un document très clair avec une chronologie. Donc ce sont des injections qu'on peut se faire soi-même ou qu'on peut faire par un infirmier. Donc en l'occurrence, j'ai choisi la deuxième option parce que je voulais pas me rajouter un stress de devoir me faire ça toute seule. Mais alors en soi, ça s'est très bien passé. Ça peut être fatigant, alors il y a une contrainte parce que tous les soirs il faut être chez soi à telle heure, etc. Donc quand on travaille, on court un petit peu, mais donc il y a cette phase de stimulation qui oblige quand même à être tous les 2 jours à l'hôpital le matin très tôt pour faire une prise de sang, une échographie, et ça peut durer un moment. Donc tous les 2 jours, il faut quand même courir le matin très tôt avant le travail pour faire ces examens-là, attendre l'après-midi l'appel de l'hôpital pour savoir quelle stimulation on fait le soir, si on augmente ou pas le dosage, etc. Donc il y a quand même toute une étape où on est en attente. En même temps, il faut être proactif. Donc aller courir après le médicament à la pharmacie si les dosages changent. Donc c'est vrai que c'est une étape où il faut se rendre très disponible. Il faut être en forme. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas du coup, donc c'est une injection d'hormones bêta-HCG qui reproduit artificiellement le pic pour maturer les ovocytes pour qu'ils soient prélevés ensuite. C'est ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est très bien parce que je n'avais pas révisé cette partie-là. J'aurais été incapable de l'expliquer. Voilà, bon, c'est juste pour. J'imagine que
que certaines personnes savent pas du tout. Moi y compris avant aussi, j'étais pas trop calée, donc c'est bien d'essayer d'expliquer au maximum. C'est ça, et l'idée de nous amener, comme si on avait un cycle normal, qu'on était prêt en fait pour ovuler. L'idée c'est de nous amener ça et de faire une stimulation contrôlée. En fait, voilà, c'est vraiment une stimulation contrôlée, et toutes les échographies permettent de voir ce qui se passe en fait en termes de production d'ovocytes, pour voir s'il y en a suffisamment, qu'il n'y ait pas de surstimulation non plus, puisque là c'est pas non plus bon, on peut pas aller plus loin. Et donc l'idée c'est de voir jusqu'où on peut aller et de produire un maximum pour être prêt après donc pour cette fonction et pour prélever un maximum d'ovocytes pour qu'ensuite tout puisse se faire en laboratoire et maximiser donc la chance de tomber enceinte. Oui. Et donc tous ces rendez-vous, tu disais, c'est à prendre sur son temps personnel. Est-ce que toi c'était facile de te libérer du travail? Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu fais rapidement Oui. Alors, dans la vie peut-être? Oui. Alors moi je suis secrétaire de direction pour la partie lycée d'un collège et lycée de Périgueux. Voilà, donc j'assiste les 2 directeurs de lycée dans leurs fonctions. Donc je suis très présente pour par exemple les professeurs, les parents d'élèves, les agendas de mes directeurs. Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir un métier où j'ai des horaires relativement fixes. Moi je les ai prévenus très tôt de cette démarche, parce qu'il y a quand même beaucoup d'examens à faire et que il faut s'absenter quand même, il faut pouvoir être disponible, et que je me voyais pas faire cette démarche en inventant de faux prétextes ou en me mettant en arrêt à chaque fois. Donc ça a été très bien accueilli, et puis j'ai la chance d'être dans un secteur où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, avec un chef d'établissement à l'époque qui était une femme également, donc qui a complètement compris la démarche. Moi, j'avais été très transparente aussi lors de l'entretien en disant que pour l'instant, je n'avais pas d'enfant, mais que ça allait quand même faire partie à un moment donné de mes projets. Mais voilà, c'est la vie, comme on m'a dit, donc ça n'a absolument pas été un frein. J'ai connu en revanche des amis qui ont fait toute cette démarche sans en parler à l'employeur, et là, en effet, il a fallu jongler. Donc ça a été plus compliqué, et donc avec aussi ça en mémoire, ma décision a été tout autre. Alors effectivement, le matin, j'étais entre 7h15 et 7h30 à l'hôpital de Périgueux pendant la phase de stimulation, pour arriver au plus tôt, faire les analyses de sang dès 8h et être une des premières arrivées pour ensuite faire l'échographie, être retournée au travail rapidement. Moi, je commence à 7h45, donc effectivement, ça me faisait arriver plus tard tous les matins. Oui, la pression qu'on se met, c'est de se dire il faut que je fasse ça, je dois récupérer mes heures, je suis en train de perdre du temps, etc. Jusqu'au jour où des personnes bienveillantes autour de moi m'ont dit mais enfin, je crois quand même et vérifie que dans le cadre de la PMA, on n'a pas à rattraper les horaires qu'on passe à réaliser les examens. Et ça, clairement, on n'est pas du tout informé lors des différents rendez-vous qu'on a. Je ne sais même pas si c'est su par le corps médical, mais on n'est absolument pas informé. Et c'est vrai que si on avait ce type d'information aussi en commençant la procédure, ça lèverait un poids énorme. Ouais. Donc moi, je l'ai su en n'ayant pas encore tout à fait terminé, du coup, la salve d'examen. Donc, j'ai pu lister l'intégralité de mes rendez-vous, y compris tous les rendez-vous médicaux qui ont lieu avant vraiment les injections. Donc, tous les rendez-vous précédents, d'échographie, de radio, etc. Et donc, finalement, toutes les heures que j'ai essayé de rattraper m'ont été redonnées. Et ça a été un souffle, parce qu'on se dit, mais je vais être enceinte, je vais pas non plus pouvoir récupérer 20-30 heures. Donc finalement là ça a été un soulagement. Mais ça c'est vrai que c'est important de le savoir. J'ai fourni les textes de loi à mon service des ressources humaines, qui ignorait, parce que ce ne sont pas des démarches non plus qui sont très courantes. Donc tout le monde un petit peu a appris les choses. Donc finalement ça a rendu les choses beaucoup plus faciles, mais en effet il fallait être tôt le matin, faire les examens, je courais un petit peu pour revenir au travail, et puis partir le soir et être chez moi à l'heure pour recevoir l'infirmière pour les injections. Donc là, ça a duré un bon mois, un mois et demi, comme ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était aux alentours. Enfin, donc t'as commencé un peu les démarches en décembre, donc. Oui, et ça a été rapide après, très rapide. On a commencé en juin suivant. D'accord. Juin 2023, puisque je n'avais que jusqu'à finalement au 4 mai suivant. Donc il a fallu enclencher. Laisser une année. C'est ça. Une année avec la prise en compte aussi des périodes de vacances, des labos, etc. D'où le petit coup de pression mis par ma gynécologue en disant faites le bon choix, parce qu'il y aura des moments où on ne pourra rien faire. Votre cycle, il va falloir peut-être entre plusieurs essais attendre qu'il se remette en place. Donc
c'est vrai qu'elle m'a quand même bien sensibilisée sur l'urgence de mettre en place les choses et donc de prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu avais du coup arrêté une contraception aussi en amont? J'avais arrêté une contraception, donc effectivement, bon, j'avais arrêté bien en amont, donc bon, j'avais plus rien, là, plus de traces dans l'organisme, pas forcément un cycle qui s'était bien remis en place, mais bon voilà, après les différentes simulations ont permis de tout recaler comme il fallait. D'accord. Ok. Donc si on revient un petit peu au protocole de la FIV, donc une fois que voilà toutes ces injections ont lieu, vient le moment où l'hôpital t'appelle en disant Oui. on peut procéder à la ponction. Quand est-ce que ça a lieu Oui, c'est ça. En fait, à un moment donné, on me dit bon ben là, ça nous semble suffisant. Il y a une date qui est programmée donc dans un autre établissement, un autre hôpital, de la ville, pour faire la fonction. Pour faire la ponction, évidemment, en amont, rendez-vous avec un anesthésiste aussi, auquel j'explique qu'il est hors de question d'avoir une anesthésie générale. Donc, on arrive quand même à se mettre d'accord sur une anesthésie locale. Donc, bon voilà, ça a été mon choix. Donc, ça m'a enlevé aussi un poids de procéder comme ça. Et donc, je me rends avec mon conjoint, donc le jour J, très tôt le matin, avec plein d'autres personnes qui étaient là aussi pour la même chose, d'autres couples, donc pour réaliser cette ponction. Donc, je vous cache pas que j'ai pas vraiment dormi la veille, que je suis arrivée évidemment très stressée, ne sachant pas ce qui m'attendait. Bon, les équipes sont très bienveillantes aussi, et puis me voilà partie vers le bloc. Voilà, avec la gorge serrée, et puis voilà, arrivé au bloc, bon, on m'a bien détendue. Bon, je pense qu'on m'a mis quand même une bonne dose pour être suffisamment éveillée, mais en même temps un peu dans les choux pour pas ressentir quand même parce que on endort localement, hein, donc il y a quand même des piqûres qui sont faites in utero. Donc j'ai pas vraiment senti les ponctions qui ont été faites par la suite, mais bon, en tout cas, ça a été quand même assez rapide. En salle de réveil, on nous garde quand même un petit peu, bon, pour s'assurer que tout va bien. Un petit peu aussi après quand on remonte dans la chambre. La partie finalement la plus difficile étant de quitter cet hôpital pour retourner dans l'hôpital public pour rencontrer de nouveau la personne qui a fait la ponction pour savoir combien d'ovocytes sont prélevés. Et là, faut avoir en mémoire que moi, je n'ai pas choisi l'anesthésie générale, donc je n'étais pas non plus très endormie. J'étais quand même semi-éveillée avec l'anesthésie locale et qu'on est quand même épuisé. Épuisé, endormi, des douleurs qui sont pas, alors que moi, je n'ai pas trouvé très très importantes, mais qui sont quand même là dans le bas-ventre. Et là, on est reparti pour prendre le ticket pour l'admission, pour attendre son tour. Ensuite, de nouveau attente dans la salle d'attente pour rencontrer le gynécologue. Et finalement, c'est la partie la plus épuisante. C'est tout ce processus d'attente alors qu'il nous tarde qu'une chose, c'est de rentrer à la maison. Donc là, en fait, on m'indique qu'on m'a prélevé 8 ovocytes. Ce qui est pas trop mal, mais parfois il y en a 16, 17, 18 qui sont prélevés. Donc, ce qui n'est pas trop mal, mais ce qui n'était pas non plus énorme. Et en même temps, par rapport à mon âge et au contexte, c'était déjà pas si mal en effet. Et donc 8 ovocytes qui peuvent potentiellement permettre 8 embryons après une fois un transfert embryonnaire. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc on me fait ce point-là. Bon bah après on rentre à la maison, on nous préconise du repos et là on est dans cette phase d'attente d'appel du laboratoire pour nous dire il y a tant d'embryons qui se sont formés ou pas et donc on prélève à tel ou tel moment. Donc généralement c'est entre J+2 et J+4 après la ponction. Donc après tout dépend. Moi je rentre pas dans le cadre de tout ça, mais il y a plusieurs sortes de ponctions avec plusieurs petits travaux qu'on peut faire après selon le laboratoire. Bon moi là je parle de ce que je connais. Et donc on m'a appelé 2 jours plus tard pour me dire le transfert. Donc on appelle ça le transfert aura lieu demain. Donc là c'est pareil, il faut être prêt à ce que au moment où on nous appelle. Combien de temps Alors de mémoire, j'ai eu la ponction un mardi et on m'a appelé le vendredi matin. On m'a appelé le vendredi matin pour nous dire ça sera ce matin et donc 4 embryons ont été formés suite à cette ponction, donc pas si mal, la moitié, ça aurait pu vraiment être bien moins, voire rien du tout. Et donc là, on doit se rendre du coup au labo avec son conjoint, hein, puisque le conjoint il doit être présent en fait à toutes les phases. On demande notre identité à chaque fois, nos pièces d'identité. Donc le but est de s'assurer que
voilà, ça soit bien le papa qui soit présent, qu'il y a rien qui est fait non plus contre son gré, contre ses connaissances. Donc, on se retrouve aussi avec plein de potentiels futurs parents qui sont en attente de ce transfert. Et donc après, nous voilà dans la salle de transfert pour tenter le tout pour le tout. D'accord. Donc c'est là où ton conjoint doit donner de son spermatozoïde. Alors C'est non, son parce que le sperme recueil, pour, en fait, alors le recueil se recueil. fait en même temps que la ponction. D'accord. Le jour de la Ok. ponction, lui, il a son travail aussi à faire en Ok. parallèle. Donc, chacun Ok. bosse. D'accord. Et donc, c'est là, en fait, qu'après, le laboratoire récupère le tout et justement recueille le sperme pour voir si l'embryon se forme. Voilà. Donc, alors contrairement à l'insémination à phare artificielle où il y a vraiment une stimulation, mais après c'est beaucoup Oui. plus, on est beaucoup plus dans une phase naturelle. Là, l'idée c'est que vraiment en labo, l'embryon se forme. Donc on est certain au moment de on insère que l'embryon déjà s'est formé. Donc après vient le choix de savoir combien d'embryons on veut avoir implantés, puisque il y a un fort risque de grossesse gémellaire dans le cadre des FIV, et souvent quand il y a des jumeaux à partir d'un certain âge, c'est souvent on a suivi un parcours PMA. Le biologiste nous avait quand même fortement indiqué que comme je n'avais que 1 an devant moi, il fallait augmenter les chances et voilà plutôt transférer 2 embryons. Mais malgré tout, avec ce risque gémellaire, et puis on insiste bien sur tous les risques potentiels de l'accouchement, de la grossesse, et surtout à mon âge, etc. Donc c'est une décision quand même lourde de sens. Mais malgré tout, le matin, quand le laboratoire appelle pour dire c'est aujourd'hui le transfert, ils nous reposent la question. Voilà. Parce qu'ils peuvent tout à fait comprendre qu'entre-temps, chemin faisant, puisse changer de décision. Donc on est resté sur 2. D'accord. On est resté sur 2, et puis finalement le transfert est quelque chose qui se fait très rapidement. On a un biologiste qui confirme qu'il met bien au bout de la petite pipette 2 embryons, et puis l'insémination se fait en quelques secondes. Donc Dans le cabinet du gynéco. oui, dans une salle exprès de transfert là au sein de l'hôpital dans lequel j'avais fait la ponction. Voilà, qui est pas l'hôpital dans lequel j'ai fait le suivi de grossesse, mais c'est que cet hôpital-là à Périgueux qui fait cette démarche-là. Donc ça dure quelques secondes, on rentre à la maison et là par contre le suivi s'arrête là complètement. C'est-à-dire qu'on a après une ordonnance pour faire une prise de sang 15 jours ensuite. Donc mis à part du repos, on reprend sa vie comme si de rien n'était jusqu'à attendre ce transfert et les résultats. Voilà, donc et bien pour ce premier transfert, on a eu un échec au niveau ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Tu peux vas-y. Donc vient le moment ensuite d'avoir les résultats. C'est ça. Donc les résultats qu'on a reçus à la maison, enfin qu'on a consultés sur le site. Et puis bon, il n'y avait pas de doute sur le résultat, c'était négatif. Alors, on a été déçus et en même temps, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça fonctionne au premier essai. Bon, c'est quand même assez rare. Et on avait été tellement échaudés par ce fameux rendez-vous chez le biologiste qu'on s'est dit bon c'est le jeu. On savait qu'il restait 2 embryons, donc on allait repartir après sur une deuxième démarche. Après, il est vrai que même si on s'y attend, on a quand même toujours un petit coup de blues, voilà, inévitablement. Mais tout s'était quand même très bien passé, c'est-à-dire qu'on avait trouvé que le parcours n'avait pas été aussi difficile que ce qu'on nous avait dit. J'avais cette fameuse amie là qui était passée par le parcours PMA et qui avait été extrêmement fatiguée, ou elle était à Toulouse, donc elle avait dû faire beaucoup de routes. Vraiment, ça avait été le parcours du combattant. Et nous, finalement, on s'est trouvé assez chanceux en termes de fatigue, en termes de démarche. Finalement, c'était pas aussi difficile que ce à quoi on s'attendait. Donc, on s'est dit bon, on est ok pour repartir sur un deuxième essai. On sait faire maintenant, donc on sait à quoi s'attendre. Et puis, je pars toujours du principe que si ça ne s'est pas fait, c'est que ça n'était pas le bon moment. Donc, on a profité de l'été, on a pu partir, recharger les batteries. Parce que le premier essai aussi s'est fait dans la partie la plus critique pour moi en termes de travail, c'est la partie la plus chargée de l'année. Donc c'est vrai qu'entreprendre tout ce protocole dans une période charnière de l'année, c'était pas non plus évident. Donc là finalement, on a pu profiter du repos de l'été avant de réenclencher assez rapidement du coup
fin août, donc de la même année, de nouveau le protocole avec le gynécologue qui m'a retransmis les nouvelles dates de stimulation, etc. pour la deuxième tentative. Donc là, pour la deuxième tentative, tu repars du début ou tu avais congelé les deux autres embryons, par exemple? Oui, les deux autres embryons automatiquement sont congelés. On ne peut pas de toute façon réaliser une nouvelle ponction sans avoir épuisé tout le stock d'embryons congelés. Si je ne fais pas d'erreur, on a droit à 4 ponctions dans le parcours, alors sauf exception après, mais 4 ponctions. Alors moi je m'étais dit je vais en avoir 4 dans une année, donc effectivement le temps que les cycles reviennent, que ça se mette en route, je me doutais que j'épuiserais peut-être pas les 4 du fait là du peu de temps que j'avais du fait de l'âge, mais en tout cas on doit effectivement épuiser le stock d'embryons congelés pour après repartir sur une éventuelle ponction. Donc, on repart sur une nouvelle stimulation. D'accord. Finalement, avec de nouveau les mêmes examens, prise de sang tous les 2 jours, échographie, etc. Sauf que ça ne débouche pas sur une ponction, mais directement après sur un nouveau transfert. D'accord. Et donc, ce transfert, c'est pareil, on nous rappelle le jour J, déjà pour nous dire si les embryons ont tenu le coup suite à la décongélation, puisque c'est pas forcément le cas. Et donc, là, les 2 embryons étaient encore viables. Donc, on a pu se rendre de nouveau dans un des 2 hôpitaux pour refaire un nouveau transfert. Voilà. Donc, le transfert se fait avec quand même une petite connotation beaucoup plus sympa. Bon, on rencontre plein de personnes, plein de gynécologues, on est suivi par des personnes différentes. Mais elle fait l'insémination puis elle dit bon ben voilà, vous êtes enceinte. Alors bien évidemment, vous savez que c'était pas le cas. Ou vous êtes potentiellement maman. Et c'est vrai que on a trouvé ça, on est parti le cœur léger en se disant ah ben c'est un peu plus fun que la fois d'avant. Et puis cette petite lueur d'espoir, elle était symbolique, mais elle nous a accompagnés. Et moi je suis repartie dans une dynamique comme si tout ça finalement ne s'était pas produit sans apporter la même importance, parce que je me suis dit bon bah ça va certainement pas fonctionner non plus, donc il y a peut-être un peu moins d'espoir là qui était sur cette deuxième tentative. Et puis vient le moment 15 jours après, de nouveau, de la prise de sang et de l'attente des résultats. Qui s'est avéré qui se sont avérés là positifs. Donc on est resté bien bête devant l'écran d'ordinateur à la consultation des résultats. Où là c'est pareil, il y a un certain taux, on considère que on est enceinte. Le taux était très élevé, donc il y avait absolument aucun doute. Et donc là, on part sur un nouveau protocole où il y a des prises de sang toutes les 2-3 jours pour voir si ce taux continue d'augmenter, parce que ça peut, malheureusement, la démarche peut s'avorter très vite et on peut avoir un taux très élevé, 2 jours plus tard, plus rien du tout. Donc, on s'assure que l'embryon ou les embryons se sont accrochés. Et après, on est contacté donc par le service gynécologique pour repartir sur des échographies. Et là, on est quand même sur un rythme échographique plus important, puisque comme c'est dans le cadre d'une PMA, le suivi est quand même très, très régulier. D'accord. Et donc là, tu t'es tout de suite projetée, tu as tout de suite été très optimiste, ou est-ce que tu es restée un peu sur la réserve au début? Oui, alors moi je suis restée sur la réserve, mais c'est dans mon tempérament. Je suis ni négative ni très optimiste. Je suis toujours à être vraiment dans l'instant présent et la plus factuelle possible en fait par rapport aux choses. Donc je me suis pas emballée. Je sais que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce parcours-là. J'avais rencontré aussi des super mamans dans le cadre de ce parcours PMA avec lesquelles je m'étais liée d'amitié et que j'ai toujours en amie aujourd'hui, qui elle avait vécu pas mal d'échecs successifs avec des essais qui duraient depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que je savais que ça pouvait être compliqué, et donc j'ai absolument pas voulu moi me projeter très très loin. Donc l'idée c'était de se projeter jusqu'au prochain examen et à chaque nouvel examen de se dire yes, ça y est, ça tient, c'est bon, et puis on verra au suivant et ainsi de suite. Premier examen quand même malgré tout, on essaie de voir donc si l'embryon est bien positionné pour s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse extra-utérine. Et donc là, petit coup de pression de la gynécologue qui fait cette manipulation-là et qui me dit mais je me demande s'il n'y a pas un deuxième embryon. Et autant vous dire que je n'étais absolument pas prête pour une grossesse gémellaire. C'était pas du tout mon souhait.
que Tu avais bien remis 2 embryons. Et oui, on avait bien remis les 2 embryons restants, donc bon voilà, encore une fois pour maximiser les chances et gagner du temps pour enchaîner éventuellement après sur une nouvelle ponction si voilà toutefois il fallait le faire. Et donc là, je commence à avoir un coup de chaleur et donc elle me demande si je suis OK pour faire intervenir un deuxième praticien pour vérifier. Donc oui, bien sûr, je veux qu'il vienne vérifier s'il y a un deuxième embryon ou pas. Bon, il s'avère que non, en fait, il n'en avait pas. Donc après, c'est mieux d'avoir 2 embryons que pas du tout, hein, bien sûr, mais je n'étais absolument pas prête pour ça. Donc un embryon, c'était parfaitement suffisant. Et donc j'ai eu, moi, une observation et un contrôle échographique tous les mois, en fait, jusqu'à l'accouchement. Donc chaque mois qui passait était un soulagement en soi et là pour le coup oui une concrétisation, c'est-à-dire qu'au-delà du fameux 3e mois on est déjà un petit peu plus dans la décontraction. Après il y a le test de trisomie qu'on m'a proposé puisque bon l'âge avançant les risques étaient plus élevés. Donc le taux j'ai plus vraiment les échelles en termes de taux mais on était sur de l'entre-deux. Donc, on m'a quand même là préconisé de faire une prise de sang avant de faire une amniosynthèse, qui est quand même un examen invasif, de faire une prise de sang pour vérifier. Et cette prise de sang s'est révélée totalement négative, donc là, il n'y a plus aucun doute. Et à partir de ce moment-là, donc là, on était en période de fête, là, on a quand même pu respirer un peu et se dire, bon, là, c'est bien engagé. C'est bien engagé, les 3 mois sont passés, les gynécologues étaient quand même confiants, donc tout peut toujours arriver, bien sûr, mais c'est là qu'on a pu commencer à se dire bon, ok, on peut préparer la liste de naissance, faire quelques achats, mais ce qu'on s'était totalement interdit au départ. Ouais. Et après, du coup, durant toute cette période, est-ce que tu as été un peu, t'avais l'entourage autour qui était au courant de tout ce parcours Oui. ou vous avez gardé ça plutôt pour vous? Alors le parcours, oui, dès le départ, le parcours PMA, on a effectivement tenu au courant bon ma famille, enfin notre famille qui est un petit cercle familial, la plupart de mes amis. Donc alors c'est très particulier. Il y a des personnes qui demandent si je suis OK pour en parler, des stimulations, etc. Et il y a des personnes qui n'en parlent pas du tout. On sent vraiment une démarche complètement taboue. Alors pas une incompréhension, mais je ne saurais pas expliquer. Mais d'ailleurs les personnes soient déjà parents ou pas. Donc il y a des personnes qui sont très dans la discrétion. On sent clairement que ça les met mal à l'aise de parler de tout ça. Et puis moi, comme je suis quand même globalement à l'aise pour parler de tout, c'est vrai que j'ai été voilà totalement transparente dans la démarche. Et puis après, par contre, pendant la grossesse, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Voilà, la grossesse est là, donc là, il n'y a pas eu de difficulté vraiment après à être entourée. Bon, j'ai été entourée hein, pendant toute la démarche, mais voilà, les langues se sont un peu plus déliées, on va dire. D'accord. Et donc pour en revenir un petit peu à la grossesse, comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que tu as apprécié être enceinte? Alors moi, pas spécialement, mais je m'en doutais un peu. Alors bon, j'étais heureuse, voilà, d'être tombée enceinte, ça bien sûr. J'ai très rapidement perdu le sommeil. Au bout de voilà 3 semaines de grossesse, les nuits ont été terminées, donc j'ai dormi à peu près 3 heures par nuit. Donc il y a quand même cette grosse fatigue dont on nous parle en début de grossesse, là, le premier trimestre où effectivement j'ai une fatigue énorme qui s'est abattue sur moi. Pas du tout de nausées, voilà, j'ai complètement échappé à cet aspect-là et j'en suis bien heureuse. Mais effectivement, j'étais très fatiguée. Bon, il n'y avait pas de raison non plus de se faire arrêter, donc le côté pro était toujours bien évidemment présent. Un petit temps de respiration quand même pendant le 2e trimestre. Après, j'ai eu beaucoup de soucis moi au niveau du dos, donc mes nuits aussi ont été écourtées suite à des grosses douleurs de dos. Donc en fait, au bout de 3 mois, je ne pouvais plus du tout dormir allongée. Donc j'ai passé toutes mes nuits à dormir assise dans le lit. Ah oui. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu à bout de nerfs, voilà, concernant ces douleurs-là. Mais après, rien de catastrophique en soi. Mais pour le coup, je me suis dit, il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas eu toute cette fatigue et toutes ces douleurs-là. Donc bon là j'avais conscience que l'âge, peut-être le manque d'activité sportive, tout ça ont contribué sans doute à ce que ça soit un petit peu plus douloureux. Et c'est vrai que je disais souvent oh là là j'espère qu'elle arrivera un petit peu plus tôt parce que je ne me vois pas aller jusqu'au bout. Je sens que ça va être compliqué. Je sens que le mode baleine ne va pas du tout me correspondre, surtout par rapport
aux 10 séances d'ostéo que je fais depuis le début de la grossesse. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu douloureux. Je n'ai pas. Alors, j'ai trouvé voilà que le corps était très beau, cette évolution du corps, pouvoir porter des choses moulantes en affichant son ventre. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis, les gens sont quand même aux petits soins. Donc, c'est une période de vie qui est super agréable, mais pour le corps un peu moins. Pour ma part, en tout cas. Ouais. Et les premiers petits coups, tout ça, t'as bien aimé, enfin, t'as Oui, apprécié. oui, C'était la concrétisation aussi après du parcours oui. et de ton souhait de devenir maman en tout cas. C'est ça. Oui, oui, là, bon, c'est quand même magique, hein, on nous le dit, de ressentir. Alors au départ, on est un petit peu précautionneux, on ne sait pas vraiment si c'est ça, on n'ose pas se dire que c'est ça, mais effectivement, alors j'ai pas eu le temps moi du coup dans ma grossesse, parce que comme tu l'as dit au début, j'ai accouché avec un peu d'avance, donc j'ai pas vu le ventre énormément se déformer, etc. Mais on a pu sentir, le papa a pu mettre la main sur le ventre et voilà, ça ce sont quand même des moments merveilleux. Voilà. Et est-ce que tu as suivi des cours de préparation un petit peu pour te préparer à l'accouchement Oui, oui, oui. avec le papa? Oui, ils m'ont été proposés. Alors, je voyais pas du tout l'utilité au départ parce que j'étais, alors, étonnamment très décontractée pendant cette grossesse, alors que je suis quand même d'un tempérament assez anxieux, à vouloir tout border. Mais je me disais finalement, la grossesse est quand même et l'accouchement un acte naturel. Il y a plein de pays où les femmes accouchent sans avoir tous ces cours-là. Est-ce que c'est vraiment utile? Finalement, quand je vais arriver à l'hôpital, on va me guider. Donc, je voyais pas vraiment l'intérêt. Et puis, on a rencontré une super sage-femme qui m'avait été recommandée. Enfin, vraiment, tout le parcours, on a été très, très bien accompagnés. Et donc, on a suivi quelques cours collectifs avec le papa qui a été tout le temps présent. Et je dois bien avouer que c'était quand même bien utile. Bien utile pour comprendre un peu la mécanique hein, du corps humain, lever aussi des doutes et des angoisses sur sur tout ce qui allait se dérouler finalement pendant l'accouchement. Et puis pour le papa aussi, c'est important parce que il va entendre des choses de la bouche d'une tierce personne. Et quand arrive le moment de l'accouchement où on peut avoir très mal, etc., on l'explique quand même avant quel va être le niveau de douleur, quelle va être sa place aux côtés de la partenaire, de ne pas s'offusquer si on le met un peu de côté. Enfin voilà, cette préparation-là, elle est aussi, à mon sens, hein, très importante pour que le papa ne se sente pas mis de côté ou sans ressources le jour J. D'accord. Et est-ce que tu as aussi peut-être lu des livres ou justement pas trop, tu t'es laissé vraiment porter sans trop t'informer en plus des préparations à l'accouchement? Alors j'ai lu parce qu'on m'a offert des livres mais très ludiques avec voilà sous forme un peu de BD etc. Donc c'était quand même plutôt sympa à lire. Après voilà tous les livres se tournent vers effectivement la préparation, ce qu'on peut faire, les étirements, le yoga, la nourriture etc. Il y a quand même voilà pas mal de choses aussi intéressantes à savoir pour que ça venait compléter finalement un petit peu les propos de la sage-femme. Il y a aussi pas mal de pages réservées au papa, donc je l'ai un peu poussé à lire aussi, à s'informer, mais pas tant que ça. Puis j'avais vraiment prévu sur la fin, pendant le congé maternité, de lire certains ouvrages. Il y avait un livre que j'avais acheté qui parlait plutôt du 4e trimestre. Je crois qu'il s'appelle Le Mois d'Or, qui est un des seuls livres qui parle de l'après-accouchement, éventuellement du baby blues, tout ça. Et donc ça, effectivement, je me l'étais offert. Et puis j'ai pas eu le temps de le lire. Au final. D'accord. Et comment est-ce que toi tu appréhendais l'accouchement? Du coup, est-ce que tu avais un souhait particulier? Est-ce que tu visualisais un petit peu le type d'accouchement que tu souhaitais avoir? Comment est-ce que tu envisageais ça? Parce que c'est pas toujours évident de se dire bon bah maintenant j'ai un bébé dans le ventre, faut le sortir. C'est ça. Avant d'être enceinte, j'avais une peur bleue de l'accouchement. Bon, après, on nous prépare quand même bien et ces fameux cours donc aident à se projeter. J'étais accompagnée en parallèle par une sophrologue avec laquelle j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration, un peu de visualisation, etc. Et en même temps, je me disais ça se passera comme ça se passera, parce qu'on a beau tout prévoir, souvent ça se passe pas comme prévu. Néanmoins, on garde en tête tout ce que dit la sage-femme, notamment sur les positions, sur le fait que parfois dans certaines cliniques, certains hôpitaux, on n'a pas forcément
le choix en termes des positions, etc. Et donc elle nous a bien sensibilisés sur le fait qu'on avait de la chance, en tout cas à l'hôpital, à la maternité de Périgueux, d'avoir un accouchement physiologique, donc avec voilà toutes sortes de possibilités, à la fois en baignoire, à la fois avec pas mal d'accroches. Donc on savait que la palette était quand même relativement large. Et c'est vrai que on garde en mémoire ce qu'il est préférable de faire pour accélérer, etc. Donc j'avais pas vraiment d'idée précise, mais en tout cas, je pense qu'on avait tous les deux avec mon conjoint une connaissance suffisamment importante pour se dire bon ben là, on va essayer ça, ci ou ça. Donc je me suis pas vraiment projetée sur le jour J. Il me tardait pas qu'il arrive, mais en même temps, je voulais pas qu'il arrive trop tard. Voilà, j'avais quand même hâte. Et aussi, on a hâte et on veut profiter des derniers instants parce qu'on sait que ce sont les derniers instants à deux. Voilà, aller au cinéma, aller au restaurant. Donc, on essaie de profiter de ça. Moi, j'avais eu le temps de voir toutes mes amies en fait accoucher, avoir eu des enfants. La plupart sont des enfants qui sont grands. Donc, elles m'avaient toutes bien dit, voilà, la vie va radicalement changer. Donc, je m'étais quand même bien préparée à ça. Et tu disais aussi du coup tout à l'heure que tu avais les amis que tu t'es faites finalement aussi pendant les préparations Oui. à l'accouchement. Oui, alors il y a deux cercles d'amis, en fait, de nouveaux cercles d'amis. Celui dans le cadre de la PMA, dont certaines sont toujours en essai, voilà, de conception. Et après, un autre cercle d'amis qui est celui finalement de cours de préparation à la grossesse. On était 4 avec des profils complètement différents, des âges différents, etc. Et on a gardé contact depuis. Donc, et d'ailleurs, on échange tous les jours, quasiment. Super. Ouais, Parce ouais, que ouais. c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas, c'était pas forcément parti pour être comme ça, mais bon, voilà, je pense que la sage-femme a su aussi nous mettre à l'aise et on a beaucoup échangé. Et puis il y a eu surtout aussi la manière dont s'est passé mon accouchement et l'après qui a fait aussi que voilà, on a gardé ce contact. Et c'est la sage-femme qui nous avait dit, moi je pense que ça serait bien pour vous que vous gardiez contact parce que vous allez vous retrouver à vivre les mêmes choses quasiment au même moment. Alors que parfois même des jeunes parents qui ont des enfants de 2-3 ans parfois ont oublié certaines choses et donc ça pourrait être bien. Et donc effectivement, c'est ce qu'on a fait et on échange régulièrement sur pas mal de petites choses du quotidien. Donc ouais, c'est chouette. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler la date de ton terme? Oui, donc c'était le 12 juin 2024. Donc voilà, t'envisageais dans tous les cas d'accoucher quand même autour du 12 juin. Oui, alors moi j'étais sur fin, mais je parlais tous les jours à mon bébé en me disant, tu sais, le mois de mai, ça pourrait être pas mal, j'aimerais bien que tu sois taureau, etc. Bon, bref. Bon, sachant que j'en parlais de manière très neutre parce que l'idée au départ était de ne pas connaître le sexe de l'enfant, voilà. Jusqu'à l'accouchement, mon conjoint était catégorique, ne voulait absolument pas savoir parce que finalement, on n'a pas eu un parcours très surprise, nous. Tout a été planifié, donc c'était finalement la seule chose sur laquelle on n'avait pas la main. Donc le gynécologue a pris soin de bien cacher à chaque fois, etc. Et puis, moi, j'avais besoin de me projeter, par contre, pour le coup. J'avais besoin de savoir et de me visualiser avec un enfant que je tenais par la main et sans savoir si être un garçon ou une fille, ça commençait à m'être difficile. Donc, on avait préparé une jolie petite enveloppe avec les 2 prénoms qu'on avait déjà choisis, qu'on a glissé au gynéco, qui a coché le prénom, qui l'a remis dans l'enveloppe, qui m'a donné l'enveloppe et j'ai eu toutes les peines du monde à ranger cette enveloppe sans la regarder dans bien au fond d'un placard. Donc ça, c'était en janvier et moi, j'ai tenu 15 jours. J'ai tenu 15 jours pour voilà, consulter l'enveloppe et découvrir eh bien qu'on attendait une petite fille, ce qui était en plus mon souhait, donc j'étais ravie. Et donc j'ai tenu ça secret jusqu'au 9 avril. Enfin, j'ai tenu ça secret. J'ai tenu secret le fait que j'avais pas regardé. Le 9 avril, je suis revenue avec plein de paquets. Mon conjoint m'a demandé s'il pouvait regarder. J'ai dit non, non, non. Et donc il m'a dit ah toi maintenant tu sais. Je dis oui et là vraiment j'ai acheté des couleurs donc donc voilà. Donc lui n'a pas voulu savoir jusqu'à l'accouchement. T'as réussi à planquer. Ouais, j'ai réussi à. Il voulait pas voir donc voilà. Il y avait un carton qui était destiné à ça. Mais j'ai surtout réussi à faire croire à tout le monde que je ne savais pas jusqu'à l'accouchement. Voilà, pour pas être sollicitée, pour pas voilà que mon visage trahisse ce qu'il en était. Donc ça, c'était mon petit secret de moi à moi. Et pour moi, c'était plus confortable pour le coup de me projeter. C'était compliqué de se projeter sans ça. D'accord. Voilà. Et donc le terme était prévu en effet le 12 juin.
Et donc, eh bien, vient Et bien, le jour la où vraie ça a grande décidé surprise. de s'enclencher. Ça a décidé de s'enclencher le 16 avril. Du coup, je Alors, suis chez ma kiné. voilà, refais-nous toute la... Ouais, je suis chez ma kiné qui me masse le dos pour mes douleurs, etc. Bon, bien, j'ai un petit peu mal au ventre, mais 3 fois rien. Voilà, comme des petites douleurs de règles, mais rien du tout. Et puis elle s'absente quelques secondes de la salle. Et là, comme dans un film, je sens que tout, tout s'effondre. Je sens que tout s'effondre. Elle revient. Je dis ah là, je crois que c'est pour aujourd'hui. Bon, j'ai une kiné super bienveillante, hyper cool. Donc je dis bon bah je vais quand même appeler la maternité pour voir ce qu'il en est. La maternité me dit mais non 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 mais rentrez chez vous, on peut perdre les os et attendez voir Donc si le là, oui, travail. t'avais perdu les os. Oui, j'avais vraiment perdu les os et pas qu'un peu. Ça fait une grosse flaque. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, clairement moment de panique. Alors on prend sur soi parce qu'on comprend que tout va s'enchaîner très vite. Donc il y a quand même une espèce de force là qui arrive déjà, un mental pour se dire bon, il va falloir accepter tout ce qui va se passer très rapidement parce que c'est pas le jour, mais c'est comme ça. La panique aussi de se dire c'est beaucoup trop tôt. J'étais à la veille du premier jour du 8e mois, donc vraiment beaucoup trop tôt. Mais je savais aussi quand même que on n'était pas dans une grande prématurité parce qu'au fur et à mesure de l'accouchement, je consultais cette fameuse grossesse. frise. Ouais, oui, pardon, de la grossesse. La frise qui indique que là on est vraiment dans le rouge, que là on est un peu moins dans le rouge. Donc je savais que c'était un petit peu tendu, mais bon, c'était encore jouable sans que ça soit départ à Bordeaux, en hélico, etc. Donc j'appelle la maternité qui me dit mais rentrez chez vous, attendez de voir si les contractions parce qu'on peut perdre les os et ne pas du tout accoucher dans les jours qui suivent. Je dis, oui mais je suis quand même à tant de semaines. Ah bon venez quand même nous voir, on va regarder. Bon voilà. Donc j'appelle mon conjoint en lui disant bah je viens de perdre les os donc il accourt, il ne travaillait pas ce jour-là. Bon bref ça s'enchaîne quand même plutôt assez bien. On arrive à l'hôpital, on est très rapidement pris en charge et puis bon les examens se font et j'avais le col fermé finalement. Donc là, le choix a été assez rapide pour le corps médical, c'est de se dire on va retarder les contractions un maximum. On vous garde 48 heures en observation. L'idée, c'est de rentrer chez vous au bout de 48 heures, de faire attention et d'attendre de voir ce qui se passe, sachant que ça faisait 1 mois que j'avais été arrêtée, moi, déjà par mon gynécologue parce qu'il m'a dit là les douleurs de dos, le sommeil, etc. Il faut vous ménager, sinon vous risquez vraiment des complications et je me dis qu'en effet, il a été sage de l'écouter. Je ne voulais absolument pas m'arrêter. Je voulais travailler coûte que coûte jusqu'au congé mat. Et j'ai bien fait d'écouter parce que j'aurais pu, je pense, accoucher encore plus tôt. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ne pas non plus lutter et prendre du temps pour soi. Et donc là, les piqûres s'enchaînent pour du coup retardé et j'ai quand même eu une piqûre pour maturer les poumons Oui, c'est ce que au j'allais cas dire. voilà au cas où il y aurait quand même un accouchement dans les heures qui suivent. D'accord. Donc me voilà en observation. L'anesthésiste que je n'avais pas pu voir dans le cadre de la péridurale que je devais voir la semaine suivante, eh bien débarque en me disant bon au cas où on va quand même se voir maintenant. Bon voilà donc ça s'enchaîne un petit peu. Je prends des forces, je mange beaucoup parce que je sentais au fond de moi que ça allait être pour le jour même. Donc j'ai un arrêt des contractions quand même pendant quelques heures, contractions qui n'étaient pas non plus insoutenables. Et puis donc là je suis arrivée à l'hôpital moi à 17h. J'avais perdu les os vers 16h, 16h30 et vers 23h, je sens les contractions qui reviennent. Oui. Et là, bon, je me dis c'est pour ce soir, c'est pour maintenant. Et le col était à 0,5, donc très peu finalement. Et puis on a vu tout ce travail aussi de préparation à l'accouchement où on nous explique que bah, normalement on reste à la maison, on attend un moment avant de venir, on attend, on tire au max et qu'on fait pas les péridurales avant 6, 7, 8, que le col soit ouvert. Enfin voilà, on avait quand même tout ça en tête. Et là, elle me dit bon, c'est 0,5, mais je pense qu'il va falloir y aller. Voilà, donc à minuit, eh bien, on m'amène en salle de travail. Et là, c'est parti. Et donc, à minuit, on arrive en salle de travail avec le petit sac qui allait bien. J'avais quand même tout prévu, hein, tout était prêt depuis un petit moment. Donc, et je conseille quand même de ne pas trop attendre pour préparer et la valise maternité, et la valise bébé, et le petit sac pour la salle d'accouchement, parce qu'on est quand même bien content que on n'ait pas guidé notre conjoint par téléphone en ayant des contractions pour qu'il ramène tout ce qu'il faut. Donc voilà, on arrive avec tout ça.
je rencontre le sage-femme qui tient à ce qu'on l'appelle comme ça, qui était donc le seul homme de l'hôpital et quel homme vraiment quelqu'un de super, voilà, qui nous a accompagnés tout au long de l'accouchement. Qui finalement nous fait passer le temps tranquillement, qui nous explique plein de choses sur un tableau. Enfin, presque j'oubliais que on était finalement en salle de travail et qui me dit bon, je pense quand même que c'est un accouchement qui va aller très vite. Là, vous êtes à 1,5, je pense qu'il est temps de faire la péridurale. Au bout de combien de temps ils sont... Au bout d'une heure et demie, à 1h30 du matin. Et puis moi, j'ai toujours en tête on fait la péridurale vers 8-9, on tient un maximum. Enfin, la péridurale à 1,5, ça va quand même très vite. Il me dit oui, mais je pense que voilà, c'est un premier accouchement, mais il va quand même s'accélérer. Et c'est vrai que premier accouchement, on entend souvent que c'est un accouchement qui va durer voilà énormément. Donc revoilà l'anesthésiste finalement à 1h30 du matin pour poser la péridurale. Péridurale qui se pose très bien, on en fait tout un monde, mais voilà, que ça soit moi ou les autres mamans là avec lesquelles j'ai fait les préparations, on a tout trouvé que finalement c'était pas grand chose. Puis on est très bien accompagnés. Moi j'étais surprise de voir à quel point on était soutenus pendant la pause, donc ça c'était un super moment en fait, un super souvenir finalement. Et finalement, c'est bien que peut-être t'avais pas encore trop de contractions, donc tu Oui, pouvais bien voilà. te poser. Oui, c'est ça. Parce que parfois, si t'es trop avancé et que t'as trop de contractions, C'est c'est ça. dur de rester immobile Oui, pour la pose de la péri. exactement. Et puis moi j'ai toujours eu des règles très douloureuses pour dire les choses, donc en fait les contractions étaient à peine plus douloureuses que ce que j'avais enduré finalement depuis que j'avais mes règles. Donc honnêtement elles étaient là, mais c'était pas intenable quoi. Donc la péridurale est posée et puis bon bah après on attend tranquillement que ça se passe et finalement les effets de la péridurale se dissipent quand même, je trouve, assez rapidement. Et donc je finis par dire que là ça commence à devenir très douloureux et que je pense que voilà, ça va s'accélérer. Et là il était 4h30, donc on attend encore un petit peu. Et puis à 5h, il regarde et je dis je suis à combien? Il me dit non mais c'est terminé, là je vous dis plus à combien vous êtes. Parce que, et effectivement il avait raison, il me dit là vous allez accoucher d'un bébé prématuré qui va être beaucoup plus petit. Donc on n'est plus finalement dans la norme annoncée par la sage-femme, etc. On le fait quand c'est prêt, peu importe à combien vous êtes, il va passer quoi. Bon, très bien. Donc à 5h du matin, donc que 5 heures après être arrivé en salle de travail, il me dit bon ben là je prépare tout, on y va. D'accord. Et là par contre, j'ai eu vraiment 3/4 d'heure de grosses douleurs. J'ai pas du tout mal au niveau de l'utérus, etc. Moi j'ai des douleurs qui se sont portées dans la fesse et la cuisse. Et là on ne peut rien faire. La douleur c'était vraiment localisée. Le bébé devait appuyer vers le bas et donc mis à part des poches de glace, il y avait rien pour soulager. Donc là oui, j'ai eu vraiment une demi-heure difficile, mais une demi-heure. Voilà, on n'est pas en train de parler de 3-4 heures compliquées. Et donc j'étais voilà, très bien entourée, très bien soutenue, l'éventail d'un côté et finalement, je n'ai eu que quelques poussées. Donc ce qui donne de la force aussi, c'est d'entendre les mamans finalement qui accouchent autour, on nous l'avait dit, mais j'ai entendu une maman qui a poussé vraiment le cri de guerre, je pense avant l'acte final. Et la sage-femme aussi nous avait dit surtout ne retenez rien parce que c'est ce qui va vous donner la force en fait de sortir le bébé, etc. Donc toutes ces petites choses dont on nous parle, elles reviennent vite. Par contre, autant vous dire que je n'ai essayé aucune des positions finalement qu'on m'a montré. Tout est allé très vite, donc je suis restée sur le dos vraiment à l'ancienne. Mais donc j'ai eu quelques poussées et puis en 30 minutes de poussée, voilà, Maya est née. Ça a été quand même voilà assez rapide. J'ai vraiment eu un staff voilà qui était super et de toute façon quand j'ai parlé de cet homme donc Damien pour ne pas le citer à l'hôpital de Périgueux à la maternité, toutes les femmes qui l'ont eu au premier accouchement veulent l'avoir pour les seconds. Donc non vraiment super et donc oui ça s'est fait rapidement et moi qui m'étais donc fait tout un monde de cet accouchement finalement et je le dis même encore après j'ai presque parfois pas l'impression d'avoir accouché tellement que ça s'est enchaîné très vite. D'accord. Donc par contre elle sort et là un peu le suspense, on s'est dit est-ce que ça va aller parce que donc j'étais sur le premier jour du 8e mois donc il me restait 2 mois pleins quand même. Et t'avais réussi à pas trop t'inquiéter en voyant l'accouchement se profiler ce jour-là. Est-ce que t'as réussi à garder voilà, être optimiste sur son arrivée et sur sa santé Je me suis dit de toute façon c'est fait, c'est là.
Donc on peut plus revenir en arrière, donc on attend de voir. En fait, ça a été vraiment. Alors, je pense qu'après les équipes sont prévenues derrière et effectivement tout le monde est arrivé très vite après l'accouchement. Bon, on l'a entendu le cri tout de suite, on me l'a posé sur moi quelques secondes, mais en fait c'est passé tellement vite que même ça je le retiens à peine parce que j'étais plutôt dans l'attente de savoir si tout allait bien. Donc elle est venue sur moi, mais l'idée c'était vite partir avec. Donc voilà, c'est le papa qui est parti avec toute l'équipe. Bon, bah après on reste un certain temps en salle encore d'accouchement, le temps que tout le reste encore se fasse. Mais voilà, assez vite j'ai été rassurée malgré tout. T'as pu avoir un petit échange avec elle, Ouais, très où ouais, elle était assez éveillée ou ouais, pas trop, je m'en souviens pas. ouais. En fait, j'étais dans un univers, en fait, je m'étais mise dans ma bulle vraiment pour l'accouchement. Et du coup, tout ce qui en a découlé, finalement, je retiens plutôt le après quand je suis rentrée dans la chambre et que je l'ai vraiment rencontrée quand elle était déjà emmaillotée, etc. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'étais un peu comme dans un brouillard. Mmh. Donc voilà, on me l'a posé sur moi, mais j'ai pas du tout réalisé en fait à ce moment-là. Elle est vite partie du coup avec Oui, le papa, elle est j'imagine? vite partie avec le papa, avec le pédiatre, avec l'équipe médicale. On m'a rassuré assez vite sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'assistance respiratoire, donc déjà ça c'était très bien. Mais c'est vrai que j'en ai pas profité quand on me l'a posé sur moi et c'est pas grave du tout parce que j'étais encore dans le contrôle pareil tout au long de la grossesse en me disant je ne réaliserai pas tant que je ne serai pas sûre que tout va bien. Mmh. Donc voilà, j'ai pas voulu, je pense, être dans l'attachement. Voilà, donc c'est après que j'ai pu vraiment en profiter quand on m'a dit tout est ok. Où là, ça a été beaucoup plus facile pour moi de lâcher prise. Ça a pas été trop difficile de te retrouver seule, à ce moment-là, juste après, cet accouchement qui est arrivé assez vite Bah finalement, non, mais finalement, mais le sage-femme est resté longtemps avec moi et puis on m'a ramenée en chambre. Alors je leur ai demandé pourquoi ils me mettaient sur une chaise roulante. Bah vous venez quand même d'accoucher. J'ai dit mais moi je me sens en pleine forme en fait, parce que j'avais une journée normale la veille. Là j'avais accouché dans la nuit, mais bon j'avais accouché en 5 heures, donc franchement c'était pas la mer à boire pour le coup. Et donc ce qui a été le plus long finalement, c'était d'attendre le petit déjeuner, voilà dans la chambre et surtout qu'il nous tardait d'aller au service néonat pour aller voir après notre fille. Donc finalement, ça a été ça le plus long, c'était cette attente-là. parce que du coup, donc Maya est partie avec, Clément. Oui, Ensuite bon du coup, il y a eu la délivrance du placenta oui, entre-temps, c'est de ça. ton côté et au bout de combien de temps est-ce que tu remontes en chambre? Est-ce que Clément entre-temps revient ou il reste avec Maya? Comment ça se passe? Il reste avec Maya un certain temps, le temps qu'effectivement il y ait l'expulsion du placenta, l'analyse du placenta, tout ça. J'ai dû revenir en chambre à peu près 2 heures après, donc il devait être 7h30, voilà 7h30, 8h moins le quart. Là, il revient en chambre avec moi parce que de toute façon, elle était prise en charge, elle, par les équipes au service de néonatologie. Et donc, on me dit, prenez le temps de vous reposer un petit peu, de prendre des forces pour manger. Une fois que vous aurez mangé, on ira la voir au service néonat, mais il voulait vraiment que je prenne ce moment. Donc, on est bien resté encore 2 bonnes heures en chambre, et c'est vers 10 heures qu'on a pu aller la voir. Donc moi, j'étais effectivement dans une chambre partie maternité, accouchement, on va dire traditionnel, voilà, tout va bien, etc. Et elle était dans un service à part, pas très loin, mais elle était dans un service à part. Et donc, on m'emmène toujours sur ma chaise roulante, on m'amène la voir, et là, on a été tout de suite rassurés, accueillis par la pédiatre en disant, franchement, elle va très bien pour un bébé de 33 semaines. Pas d'assistance respiratoire, tout fonctionne normalement. Bon, elle a un petit poids, ce qui est normal, donc elle était à 1,995 kg pour 44 centimètres. Et finalement un très bon poids, parce qu'une semaine avant, j'avais le contrôle gynécologique où il m'avait dit bon, vous allez avoir un tout petit bébé, je pense, voilà, ça sera pas un gros bébé. Et je vois du coup le gynéco qui m'avait vu aussi une semaine avant, qui me dit finalement, il restait 2 mois, elle était déjà à 2 kilos, vous auriez eu un gros bébé, je pense. Donc voilà, un bon poids par rapport à ce que ça aurait pu être pour un accouchement à cette date-là. Et donc là, on nous dit très vite qu'une chambre s'est libérée et qu'elle va suffisamment bien pour qu'on puisse intégrer le service néonat, nous, avec nos petites valises, et quitter donc du coup notre chambre à la maternité. D'accord. Donc en fait, on comprend que le jour même, on va pouvoir être dans la même chambre qu'elle. Et surtout, on comprend qu'on est là pour un bout de temps. Ouais. Et si on revient un petit peu au moment où tu la vois, au service néonat, comment toi
Tu réagis? Alors moi, je suis émue et en même temps, comment dire, intimidée, quoi. C'est-à-dire que je la vois, elle est toute petite, je reste un peu dubitatif, quoi. Hein. On se rencontre pour la première fois. Alors c'est pareil, je ressens pas, je ressens pas un débordement d'émotions ni d'amour, mais en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit les choses aussi beaucoup plus qu'avant entre mamans. Et j'avais beaucoup d'amis qui m'avaient dit, mais moi, j'adore mon enfant, je l'aime, hein, mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour l'approcher, pour me sentir avec un lien particulier. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, je ressens les choses comme elles doivent être. Et donc, je la regarde, je me dis, ouh là là, elle est toute petite, toute fragile. Et puis, on s'installe, en fait, mais presque comme si la vie n'avait pas encore trop changé, finalement. Et donc assez vite, on la met dans la même chambre que nous. Elle était un peu branchée quand même ou Elle respirait quand même seule? Où elle respirait seule. En fait, elle avait juste une sonde nasogastrique pour pouvoir l'alimenter par sonde, puisque là, trop petite pour s'alimenter elle-même, avec pas mal de petits capteurs dans la main, enfin sur la main, au niveau du pied, donc des petits bandages à droite à gauche, mais rien d'affolant. Et puis elle était quand même un beau petit visage bien lisse, donc elle n'était pas inquiétante à première vue non plus. Donc, on a été quand même aussi rassurés assez vite. Bon, il y a eu quelques jours d'angoisse, mais en tout cas, de prime abord, on nous rassure, on nous dit non mais là vraiment tout va bien. Nous, on n'est pas inquiets, donc ne le soyez pas. Et à ce moment-là, du coup, t'as pas pu la prendre encore dans tes bras, vous remontez plutôt en chambre? Oui, on remonte plutôt en chambre, on attend un petit peu. Elle est posée dans mes bras le jour même, hein, en fin de journée, avec un petit peu de pot à pot, le pot à pot pour le papa. Et là, c'est vrai qu'on a le service néonat de Périgueux est vraiment extraordinaire. Il y a une équipe, elles sont très nombreuses. Alors, peut-être qu'elles diront qu'elles ne le sont pas assez, mais en tout cas, voilà, elles sont nombreuses. On a eu beaucoup de personnes et de visages différents. Très bien accompagnés. Voilà, mais on est très bien accompagnés. Par tranche de 24 heures, on a toujours la même personne qui s'occupe de nous et qui nous invite à faire tout ce qu'il faut pour faire connaissance avec le bébé et qui nous dit tout de suite il faut s'en occuper. Nous, on est là, on va vous montrer, on va vous apprendre, mais même si elle est toute petite et que voilà, vous pouvez avoir peur de la prendre dans les bras, puis nous, on n'a jamais côtoyé vraiment bébé avant. Hein. Moi, j'avais quasiment pas pris d'enfant dans les bras, lui non plus, donc on était vraiment des grands novices. Et c'est vrai que tout de suite, on nous a mis au travail pour faire les choses et pour la nourrir aussi par sonde nasogastrique. Alors, ce qui est super aussi, c'est que pour un enfant préma, on recommande fortement l'allaitement au lait maternel. Et donc, elle a pu avoir, grâce aux dons et au lactarium, elle a pu avoir du lait maternel, tout de suite. Donc, ils font vraiment tout ce qu'il faut. À la sonde, oui, oui, oui. À la sonde. Donc après, il y a plusieurs manières de donner à la sonde. Hein. Ça peut être en manuel, on a une seringue, on pousse un petit peu, ou après, ce sont des machines qui envoient de manière automatique. Mais en tout cas, on la nourrit à la sonde pendant un long moment. Et donc, moi qui avais prévu de tout connaître de la grossesse et après de la maternité, bon, j'avais prévu d'allaiter 1 mois. Je m'étais dit déjà, si j'allaite 1 mois, ça va être bien. Puis là, on m'a dit, bon, déjà, il faut allaiter, si vous pouvez. Alors, on ne nous culpabilise pas. Si on ne veut pas allaiter, c'est complètement OK. Mais on m'a dit là quand même un bébé préma, il a besoin d'avoir du lait maternel. Il y a tout ce qu'il faut dedans, donc il va falloir que vous tiriez votre lait et ça serait bien de le faire le plus longtemps possible. Donc là aussi, on se dit bon, on repart sur autre chose, quoi, une responsabilité aussi encore différente, voilà. Mais en tout cas, on nous présente les choses en disant tout va bien, mais il va falloir effectivement poser vos bagages là un certain temps. Vous êtes là pour au moins 3 semaines. D'accord. Donc en fait, ce qui est compliqué finalement, c'est que du jour au lendemain, on s'attend pas du tout à accoucher. Hein. Dans sa vie, on n'a rien qui est prêt pour ça, mis à part les bagages. Et puis, d'une minute à l'autre, on se retrouve à la maternité, on se retrouve bloqué un long moment là-bas, et pas du tout dans l'optique qu'on allait rentrer à la maison avec un bébé. Enfin, je pense qu'on n'est jamais prêt, mais alors là, on l'est encore moins pour le coup. Donc il y a aussi cette acceptation qui est très difficile les premiers jours. On se sent vraiment enfermé avec une échéance qu'on n'avait pas du tout voulu et qu'on ne maîtrise pas. Et il y a quand même quelques temps pour accepter qu'on est là et bon que tout va bien, mais que là la vie elle a été chamboulée en fraction de seconde, quoi. Oui. Donc après les premiers jours, comment ça se passe? On ressent, enfin moi je commence à ressentir un attachement énorme au bout de 3 jours, attachement qui grandit avec l'inquiétude, ça on me l'avait dit.
Mais effectivement, l'amour grandit d'un côté, donc le stress augmente aussi de l'autre. Mais voilà, puis avec un bébé qui devient de plus en plus déjà mignon au bout de 3 jours, qui avait complètement changé d'aspect, etc. Donc on était quand même plus en confiance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa, un conjoint très présent qui s'est fait, enfin qui ouais, comme objectif de s'occuper complètement d'elle. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû taper du poing sur la table en disant, en fait, ça fait 4 jours, je l'ai changé 3 fois. Il faut aussi que j'apprenne à m'en occuper parce que je ne sais rien faire. Mais donc, ce qui est bien, c'est que voilà, entre les équipes qui sont là, le papa qui a pu être là, qui a dormi sur place, qui était H24 aussi avec moi, on a pu se relayer et tout apprendre ensemble. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, il y a eu les quelques premiers jours de perte de poids que tous les parents connaissent. Donc là, comme on est sur un petit poids, bon, on était quand même un peu inquiets. Mais passé, voilà, ce cap-là, tout le monde était quand même suffisamment rassurant pour qu'on se dise, bon, on est là, mais tout va bien, encore une fois. Et puis vraiment des équipes super aussi qui nous permettent un peu de rire, d'avoir d'autres visages que nous deux et nous trois dans la chambre. Et puis un rythme qui se met en place où il faut toutes les 3 heures nourrir bébé, le réveiller si il dort parce que là il faut qu'il s'alimente. Donc par contre il y a cette pression de tous les jours il doit grossir, tous les jours il est pesé toutes les 3 heures. À chaque fois qu'il mange pour s'assurer que derrière voilà tout fonctionne bien. À 4 heures du matin on nous secoue le bras en disant Madame il faut tirer votre lait, il faut tirer votre lait. Donc c'est vrai que c'est un rythme dès le départ qui est quand même très soutenu quoi. Voilà. Mais bon, on est encore une fois accompagné pour le faire, donc on se retrouve pas tout seul à la maison. Elle a été alimentée par sonde pendant combien de temps du coup? Elle a été alimentée par sonde pendant bien 2 semaines. Et après, il y a eu la mise au sein, bon, qui se faisait un petit peu en parallèle en fait. Mais il y a eu la mise au sein et on a eu de la chance parce que Maya très vite a su prendre le sein et a su coordonner la succion, la respiration. Donc souvent ça s'apprend, c'est un apprentissage qui est assez long. Mais finalement, elle avait une succion qui était très importante. Enfin, c'était une petite qui, au bout de 10 jours, essayait déjà de relever sa tête quand on la tenait. Donc, on a vu rapidement qu'elle avait son caractère, déjà qui était bien là et qu'elle allait être coriace, quoi. Donc, c'est vrai qu'elle a eu cette autonomie voilà, assez vite. Bon, on complétait aussi à la sonde pour être sûr, encore une fois, qu'il y avait une bonne prise de poids. Mais ça s'est quand même bien enchaîné. Voilà, tout s'est bien enchaîné. Donc, petit à petit, la date de sortie se profilait, mais il fallait qu'elle soit autonome pour manger complètement. Il fallait qu'elle ait dépassé un certain poids. Il y avait quand même pas mal de critères qui devaient être réunis pour qu'on puisse sortir en toute tranquillité. T'as eu quelques visites au service ou c'est pas trop autorisé C'est ou comment est-ce que vous vouliez peut-être pas Oui, forcément si, parce que là c'est long, sinon. Donc on avait les visites autorisées les après-midi à raison de 2 visites max par jour. On n'a pas eu des visites tous les jours, mais on a quelques amis qui sont venus. En fait, les amis ont voulu être très discrets. La plupart de mes copines s'étaient souvenues que elles avaient été submergées de visites, donc elles voulaient nous laisser tranquilles. Et c'est moi qui leur ai dit non mais venez, parce que là moi je suis là jour et nuit en fait. Ce qui était notre choix, on aurait pu partir et revenir, mais on se voyait mal laisser l'équipe s'occuper de notre fille toutes les 3 heures, aller la nourrir. Ça prenait quand même 20-25 minutes alors qu'elles ont d'autres enfants, donc voilà, pour nous il était normal d'être là. Par contre, je m'interdisais de sortir, pensant qu'il fallait être là tout le temps, et les équipes m'ont poussée à sortir, m'ont poussée à aller se balader, ne serait-ce qu'une heure et demie, aller marcher. Et donc j'ai commencé à le faire petit à petit pour respirer un petit peu parce que l'enfermement il est quand même compliqué. Et 3 heures ça revient très vite en fait, hein, une fois qu'on a fait les soins, etc. Il reste plus qu'une heure et demie pour se reposer. Donc en fait je dormais pas en journée et je dormais que quelques heures la nuit. Donc il y avait déjà les 7 mois de grossesse sans trop dormir avant. Donc déjà ça commençait à tirer un petit peu. Et donc elles nous ont dit mais profitez, allez au restaurant, sortez parce que quand vous rentrerez à la maison, on n'en sera plus là. Donc c'est vrai que on a eu aussi une équipe qui nous a permis de nous relaxer, de nous changer les idées sans être dans la culpabilité de le faire. Il y a bien un moment où ils vous disent du coup Maya a pris suffisamment de poids et tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. Oui. Et oui, et presque on n'avait pas envie de partir. On n'avait pas envie de partir parce qu'on était bien, parce qu'on était coucounés, qu'on faisait pas les repas, qu'on nous apportait tout sur un plateau, que quand on était trop fatigué la nuit, quelqu'un nous changeait la couche.
donner à manger, etc. Donc bon, effectivement, il fallait quand même rentrer, mais on était serein et puis on nous a dit vous savez tout faire. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que ça devait se passer comme ça pour nous au final, parce qu'on était quand même très en manque de confiance et je pense que rentrer chez soi après 3 jours après l'accouchement, on peut se retrouver très vite désemparés et finalement, nous, on a eu une formation pendant 3 semaines. Donc, quand on est rentré à la maison, on a continué d'appliquer exactement les mêmes choses que ce qu'on nous avait préconisé de faire et ce qu'on avait fait. Bon, après, on a lâché petit à petit, mais on prenait la température tous les jours. Enfin, on était vraiment sur la continuité des soins prodigués par le service néonat. Donc, quand on nous a dit, vous pouvez sortir, bon, on s'est dit, OK, de toute façon, il va bien falloir qu'on rentre. Mais bon, on est parti la larme à l'œil, les équipes étaient super, on s'était attaché aussi aux équipes qui ont participé à ce grand chamboulement de nos vies. Donc bon, on a pris toutes les petites photos, etc. Et finalement, on est rentré à la maison et on s'est pas senti, notre vie n'avait pas changé en fait, pour le coup. Voilà, on s'est pas senti tout ce qu'on nous avait dit, on rentre à la maison, on se regarde, on est deux avec un bébé, on sait pas quoi faire, on n'a pas ressenti ça pour le coup. Et puis, finalement, on a pris nos marques. Je n'avais pas eu le temps de préparer tous les repas congelés, ce que je voulais faire avant l'accouchement, de blinder le congélo. Donc, on a été obligé d'improviser. Hein, finalement, voilà, tout ce qu'on voulait faire avant, on n'a pas pu le faire de toute façon. Mais le retour à la maison s'est très bien passé. Oui, du coup, comment s'est passé les jours qui ont suivi à la maison, le fait de quand même continuer cette vie à 3 maintenant, Oui. les nuits, comment... Alors, j'ai trouvé que le début était pas si difficile que ça parce que bébé est quand même tout petit, il demande pas, il sollicite pas vraiment le dodo, manger et c'était à peu près tout. Donc ça s'est bien passé. Nous, on avait fait le choix d'être en cododo puisque bon, j'allaitais, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Donc puis bon, on est quand même si on est avec un bébé qui va bien, on est quand même dans un conditionnement d'angoisse avec la prématurité. Qu'on n'a peut-être pas autant avec un bébé qui naît en pleine santé. Dire, on se réveillait, on regardait si elle respirait encore presque, si tout allait bien, avec vraiment ce challenge de réveiller le bébé toutes les 3 heures et de continuer à le nourrir toutes les 3 heures, s'assurer qu'elle s'alimentait bien pour la prise de poids. Donc, on était quand même encore dans quelque chose de très médicalisé et pas en mode ouh c'est un joli bébé, enfin voilà, on était quand même encore très dans la responsabilité qu'il fallait vraiment faire au mieux là pour qu'il n'y ait pas une rechute derrière ou quoi que ce soit. Donc on était quand même plutôt bien, plutôt détendu. Bon, les nuits étaient courtes, mais faut se reposer un petit peu dans la journée. Et puis encore une fois, le papa était à la maison puisque les congés maintenant les pères sont là, donc c'est vrai qu'à deux, on peut quand même pas mal se relayer. Après, elle était toute petite, on était encore là qu'au mois de mai, donc on n'est pas beaucoup sortis, on est beaucoup resté à la maison. Et c'est ça finalement aussi qui a été long, c'est le fait de rester autant à la maison avec, en fin de compte, très peu de visites parce que les personnes n'osaient pas non plus trop venir. Et puis bon, on attendait aussi les premiers vaccins avant qu'il y ait un côtoiement trop important. Clairement, on nous a dit en fait, il faut attendre son terme pour la considérer vraiment née. Hein. En fait, on parle pas en âge réel, on parle en âge corrigé. Donc à chaque fois, c'est elle a 1 mois, mais en fait, elle a 2 mois moins 1. Enfin, on parle toujours dans une logique un petit peu différente. Et donc, on a tellement conscience de tout ça qu'on est quand même dans une vigilance plus. Donc, finalement, jusqu'à la date du terme, on n'est quasiment pas sorti et on a attendu qu'elle soit vraiment solide pour le faire. D'accord. Et une fois la date de terme passée, tu t'es sentie plus légère Oui, on s'est senti plus léger. On a pu la sortir un petit peu, la montrer au monde, fièrement. Mais oui, on a pu profiter un petit peu. Et puis le papa a repris le travail et là par contre commence encore une autre phase, celle où on est un peu toute seule à la maison. Je me sentais absolument pas moi de sortir tout seul. Et puis évidemment, sinon ça serait trop facile. Moi j'avais une très très grosse tendinite au poignet qui était due en fait à tous ces mouvements que je faisais dans le lit la nuit en étant enceinte, où j'étais sans arrêt en train de me relever, donc d'appuyer le poignet sur le matelas bien mou. Donc en fait, quand Maya est née, au début ça allait. Puis quand j'ai commencé à la porter, j'ai eu des douleurs très importantes. On m'a pris en charge pour faire des échographies, etc. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est quand le papa a repris le travail, moi je pouvais à peine la porter. Donc c'est vrai que je commençais parfois les journées en pleurant, en me disant mais je vais faire comment pour aller la porter du canapé à la table à langer. Donc j'ai essayé 3, 4, 5 sortes d'attelles.
Enfin, ça a été compliqué et je me sentais finalement pas en capacité de m'occuper d'elle. Donc, c'était un peu un échec parce que finalement, tout allait bien. Et moi, je me sentais hyper diminuée et avec finalement une appréhension des journées. Donc, en fin de compte, il y a cette partie-là où on accouche, où bébé est tout petit et finalement, tout va bien, voilà, raisonnablement bien. Et moi, j'ai eu un entre-deux où en effet, quelques semaines après, j'ai trouvé difficile parce que je ne me suis pas autorisée à sortir, parce que le cosy était trop lourd à manipuler et où je me suis retrouvée à avoir un mois de juin, juillet, avec une grosse chaleur, finalement avec les volets fermés dans la maison. Et là, ça a commencé à être un peu plus difficile, mais pas de baby blues, pas voilà, tout allait. On est quand même très sensibilisés aussi là-dessus. Donc on fait tout ce qu'il faut pour garder l'énergie, etc. Mais voilà, je dirais presque que pour nous, en fait, c'est cette partie-là qui a été la plus difficile quand il n'y a pas encore une énorme interaction avec un bébé, mais qu'il faut quand même beaucoup le porter. L'allaitement où on le prend quand même à bout de bras pour bien le maintenir à hauteur, même si on change de position. Et puis on m'avait quand même donc bien préconisé de l'allaiter au max. Donc voilà, j'en étais là à la sortie de la maternité. D'accord. Et pour votre couple, du coup, cette période un peu, donc il y a eu le parcours PMA qui déjà a eu son lot un petit peu d'embûches dès le départ. Puis ensuite la prématurité. Comment est-ce que ça vous a plus uni qu'autre chose, ou est-ce que vous avez senti un petit peu des moments une fragilité, peut-être pas sur les mêmes attentes ou réactions l'un et l'autre. Comment est-ce que vous l'avez envisagé? En fait, il y a eu un double aspect, c'est-à-dire qu'il y a eu l'aspect reconnaissance d'avoir un conjoint qui voulait tout faire et qui s'investissait dans tout, que ce soit pour changer les couches, pour me préparer le coin le plus confortable possible pour allaiter, pour donner les médicaments, enfin voilà, qui tenait vraiment à tout faire. Et d'un autre côté, où ça a été compliqué parce qu'il voulait tellement faire, et ça s'est encore prolongé à la maison, que j'avais l'impression de ne rien savoir faire. Donc moi qui suis plutôt la personne avec le tempérament fort à la maison, qui aime voilà tout contrôler, tout diriger, etc., je me suis retrouvée avec une perte de confiance énorme, avoir le sentiment de ne rien savoir gérer et avec un papa qui savait tout faire. Donc en fait, quand on allait chez le médecin, qu'il fallait la déshabiller, la rhabiller, je me sentais pas de le faire parce que je ne me trouvais pas assez rapide. Bon, ça, c'est un peu le problème des personnes qui sont dans le self-control, à être hyper perfectionniste, etc. Je trouvais que je ne faisais rien assez bien. Du coup, je laissais tout en délégation. Donc, quand le papa a repris le travail, là, ça m'a obligée, en fait, à faire les choses toute seule. Et finalement, ça a rééquilibré un petit peu. Mais on a eu une période un petit peu, chacun voulait bien faire, chacun avait son mot à dire, et on était un peu en mode donneur de leçons l'un pour l'autre et un petit peu en compétition, quoi, pas jouer équipe. Moi j'aurais fait comme si, et donc ça effectivement c'est pas simple parce que chacun veut bien faire et chacun veut montrer à l'autre. En même temps on se dit mais on n'a pas la légitimité pour montrer à l'autre parce qu'on est tous les deux débutants. Donc on a eu un moment, un bon moment où il a fallu rééquilibrer ça et avoir la tolérance pour l'autre, chacun nos points positifs et nos points négatifs. Mais ouais, ça a généré de la tension et puis la fatigue aussi est génératrice de tension. Donc après, on communique beaucoup, on se disait les choses et à un moment donné, on s'est dit qu'effectivement, il fallait qu'on se détende un peu, et même le papa hein, alors moi qui suis plutôt perfectionniste et le papa qui était plutôt cool, en fait ça c'était aussi là inversé. Le papa voulait tout bien faire, et je lui dis mais c'est pas grave si la couche elle est pas mise pile poil comme il faut, si tout n'est pas parfait, finalement on s'en fout quoi, elle va bien, c'est le principal. Donc il a fallu qu'on retrouve en fait notre place nous aussi d'adultes et de couple au sein de ce trio quoi. Voilà, donc ça a été vraiment le challenge. Ça a mis du temps. En fait, ça a commencé à aller mieux quand moi j'ai commencé à sortir, à retrouver un peu une vie sociale, que je me suis détendue et que j'ai vu que j'étais capable finalement. Et je trouve que il y a des mamans qui ont peut-être ce côté inné de tout de suite savoir faire. Et je dirais bien que moi, il m'a fallu 3-4 mois pour être à l'aise avec ma fille, à l'aise dans ma manière de la porter, à l'aise dans ma façon de l'allaiter. Donc, ouais, le temps, il n'est pas égal pour tous et toutes. D'accord. Et aujourd'hui, donc, Maya a 7 mois. Oui, C'est ça. c'est ça. Et tu vas bientôt reprendre le travail.
Oui, j'ai tiré un petit peu. Alors j'ai eu la chance d'accoucher finalement sur une période où j'aurais dû avoir mais pas mal de vacances. Avec la prématurité aussi, on a un petit peu plus de congés. Donc au final, j'aurais dû reprendre le 17 octobre. Donc là, on a dépassé cette date. Et donc j'ai pris un petit congé parental total de 1 mois et demi. Donc je reprends début décembre. Elle aura quasiment 8 mois. Je trouvais ça trop tôt. Alors effectivement, je pense qu'on n'est jamais prêt à reprendre le travail, mais j'ai conscience quand même qu'elle est grande là maintenant. Bon, elle a pas 2 mois et demi, je la dépose pas à la crèche, à 2 mois et demi. Donc elle est quand même grande, elle est solide maintenant, elle est en bonne santé. Donc c'est vrai que j'ai moins mal au cœur, on va dire, de la laisser. Là, il y a une petite adaptation progressive qui se fait à la crèche, donc c'est parfait pour maman, d'être sur ce rythme-là. Et puis maintenant, c'est chouette, quoi. Il y a vraiment une interaction qui se fait avec son enfant quand il commence à avoir 5-6 mois, des sourires, des rires. Donc, je trouve ça plus facile maintenant. Clairement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de mieux comprendre son enfant, de pouvoir mieux répondre à ses attentes. Et puis, il faut pas se mentir. J'ai entendu beaucoup de parents aussi le dire. Déposer son enfant à la crèche et d'avoir un petit peu de temps devant soi, comme là maintenant tout de suite, c'est aussi plutôt appréciable d'avoir ces moments de récupération avant de reprendre le travail. Oui, oui. Ok. Écoute, je pense on peut conclure. On a fait bien le tour là. Je suis contente d'avoir pu recueillir toute ton histoire. Merci, c'était une première. Donc, on m'a dit d'être détaillée, donc surtout ne me reprochez pas d'avoir beaucoup parlé. C'était l'objectif de donner un maximum d'infos pour les futurs parents. C'est ça. Merci beaucoup Iso. Avec plaisir. Et au plaisir de se recroiser sur d'autres chemins. Et c'est une super aventure, donc surtout faut y aller à fond. Voilà, belle maternité à toi. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.